voilà, il y a des, hein, mesdames, il y a quand même des hommes, il y en a trop peu encore qui vous soutiennent et veulent être dans une belle alchimie avec vous, mais ceux qui y sont, ils y sont bien. Donc maintenant, je voudrais passer la parole à Christine Bruno-Jouan, qui est présidente d'une ONG qui s'appelle Femmes de demain, partenaire UNESCO. Elle est aussi la maire adjointe de Boulogne-Billancourt et enseignante-chercheur à l'université de Paris 2. Alors je vais te poser cette question, Christine. Comment vois-tu, quelles approches un peu systémiques pourrait-on avoir pour faire en sorte que dans les différents milieux qui sont dans le titre de la table ronde, c'est-à-dire associations, secteur privé, secteur public, politique, cette pénétration des valeurs féminines de telle façon qu'elles s'articulent en harmonie, en alchimie, comme je disais tout à l'heure, avec les valeurs masculines. Comment peut-on avoir des approches de gouvernance qui arrivent à rééquilibrer en quelque sorte ce rapport masculin-féminin ou yin-yang, comme on peut dire dans les philosophies asiatiques? Voilà, les femmes et la technique, c'est pas toujours génial. Bonjour à tous, moi je suis déjà enchantée d'être ici aujourd'hui et je voulais porter un élan très fort vers une personne grâce à qui je suis là aujourd'hui, qui est Désirée Djoman. C'est parce que nous nous sommes rencontrés lors d'un colloque que j'organisais à l'UNESCO que nous avons construit une amitié et un cheminement personnel, intellectuel et de cœur sur des sujets qui nous sont communs. Donc grand merci Désirée, merci à Pascal Fressoz, que j'ai rencontré aussi grâce à Désirée sur un chemin africain. Et voilà, nous nous retrouvons là aujourd'hui dans la continuité d'une histoire qui a commencé en juillet. Pour moi, l'histoire avait commencé il y a plus de 20 ans à travers cette ONG que j'ai pu mettre en place. Les questions qui me sont posées sont de grandes questions. Je voudrais dire que je crois profondément au féminin. Je suis convaincue de la force des valeurs féminines, mais je n'écarte jamais la réalité des valeurs masculines. Et je trouve que le monde seulement féminin n'aurait perdu de sa diversité et de son universalité si on n'y intégrait pas les capacités excessivement positives de certains hommes, parce que heureusement certains, et vous venez de le prouver, sont capables de déployer des idées tout à fait intelligentes, et que à l'occasion, et ça a été démontré tout à l'heure, la rationalité et l'esprit très scientifique de certaines personnes qui sont parfois des femmes ont aussi une valeur ajoutée dans un système qui par ailleurs ne correspond pas toujours aux valeurs féminines telles qu'on peut les décrire. Alors qu'est-ce qu'on entend déjà? Je voulais y revenir par gouvernance. La gouvernance, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire, et je pars souvent de l'étymologie des mots. C'est effectivement une manière de gérer, c'est une méthode de gestion qui se dit nouvelle, qui intègre totalement aujourd'hui et depuis largement Rio et un peu avant les définitions du développement durable. Il n'y a pas de développement durable possible sans une gouvernance adaptée au développement durable. Et je reconnais que aujourd'hui, dans toutes les méthodes de management innovantes qu'on peut trouver, et j'y ai participé, autant dans la sphère privée des entreprises, autant dans les ONG que dans la vie publique, l'on dit que les facteurs féminins, les valeurs féminines, qui sont celles de l'adaptabilité, de la polyvalence, de l'écoute, du partage et de la participation, sont effectivement totalement dédiés à une gouvernance telle qu'on peut l'imaginer dans un monde où la transition aurait pu être faite et qui soit celui d'un monde durable. Ceci étant, autant j'y crois, et nous le savons toutes, moi j'ai 4 enfants, quand on a fait des études, eu des enfants, géré vie familiale et vie
professionnelle et qu'on est une femme d'engagement, on voit très bien ce que ça veut dire que la polyvalence et la capacité à faire. Ce qui est certain, c'est que une véritable gouvernance, et on peut le souhaiter à beaucoup de personnes sur cette terre, et un mode de gestion intelligent et féminin, c'est un mode de gestion où l'on fait, où l'on est en action et où on engage le maximum de sa personne, ce qui veut dire qu'on est effectivement dans des valeurs d'engagement, de conviction, qu'on est dans l'éthique et la transparence et qu'on est dans aussi la compétence et la volonté d'aller toujours plus loin et mieux. Je dirais juste en anecdote une phrase que j'ai souvent donnée dans certaines conférences ou plateaux télévision, c'est assez symptomatique mais c'est vrai. On demande... vous êtes dans une entreprise ou dans une grosse structure publique, etc. Et il y a une promotion qui doit arriver. Alors, on présente le dossier d'une promotion possible à une femme et à un homme. La femme, quelle est sa réaction? Et c'est symptomatique. Est-ce que je vais en être capable? On présente le dossier de promotion à un homme, il dit « je vais être augmenté de combien ?» Mais c'est un cliché assez extraordinaire parce qu'il est réellement vécu. Et voilà, donc les valeurs féminines dans la gouvernance et le management sont effectivement beaucoup plus proches de ce qu'on peut attendre d'une société juste, d'une société où l'on vit dans des relations paisibles et où l'on cherche à faire et à développer l'univers. C'est une évidence. Mais je reste, je l'ai dit d'entrée de jeu, toujours réservée sur ce que peut être aussi parfois le féminin. Alain Mabanckou dit « la femme est l'avenir de l'Afrique ». J'en suis convaincue. D'autres personnes disent la femme est l'avenir du monde. Oui, mais par contre, on ne peut pas être aussi systématique en disant par principe les femmes savent toujours tout et font tout. Parce qu'il y a des contre-exemples. Moi, je suis criminologue de formation avant d'être juriste. Je peux vous dire que quand j'ai passé 2 ans de ma vie dans les prisons de France et d'Allemagne à rencontrer les plus grandes criminelles que j'ai pu rencontrer, voilà, on a parfois aussi des caractéristiques du féminin qui ne sont pas forcément les belles choses de la vie. La femme n'est pas parfaite, nous ne sommes pas divines, même si nous aimons être des déesses. Attention, il faut aussi réserver les choses. Je regardais tout à l'heure cette fresque un peu plus, et tout ça pour dire que oui, les valeurs féminines sont fondamentales, que dans différents moments d'histoire et dans différentes sociétés, les valeurs féminines existent. Et voilà, en 1930, de fait, les femmes n'étaient pas rentrées dans le marché du travail et n'avaient pas encore le droit de vote en France, dans très peu de pays du monde. Et finalement, on le sait, et puis moi je suis l'héritière aussi d'une histoire associative qui a démarré en 1943, qui était le mouvement libre des femmes de l'après-guerre, dont on a voulu me donner la présidence, et du coup j'ai fusionné avec Femmes de demain. Mais ce mouvement qui a existé après la Première Guerre mondiale et la Deuxième, il est venu pourquoi? C'est parce que les hommes étaient partis au front, et que les femmes ont dû faire une fois de plus. Donc elles ont fait, et elles ont pris conscience qu'elles étaient capables de faire autant que les hommes, alors qu'avant elles avaient été réservées dans la sphère du foyer. Alors aujourd'hui, dans le contexte où nous vivons, les choses ne sont pas toujours simples, puisque vous le savez, dans certains pays, les femmes ont accès à l'éducation. Là où ça n'est pas réalisé, c'est indispensable, et dans les objectifs du développement durable définis comme objectifs du millénaire, on précise que tout ce qui peut être fait sur le plan juridique, normatif, d'accès à l'égalité des chances et d'accès à l'égalité des sexes est une condition fondamentale d'une gouvernance bien exercée. Pourquoi? Parce que c'est seulement si suffisamment de femmes ont pris place dans les structures de décision, qu'elles soient privées, publiques ou associatives, c'est seulement si suffisamment de femmes, et ça c'est fondamental et important, et on n'en a pas encore parlé, arrivent dans le système électif, que l'on pourra transformer et gérer aussi une gouvernance digne de ce nom. On a fait des études hyper intéressantes qui ont démontré, et vous le savez très bien, que le développement durable, oui, il est du global au local. On l'a dit beaucoup aujourd'hui. Et effectivement, c'est dans l'enracinement local qu'on sait aujourd'hui que sont démontrées les plus belles expériences de développement durable. Même si nous avons
les grandes conventions, les grandes gouvernances mondiales qui se mettent en place avec non seulement les grandes institutions, les pays, les entreprises privées et les associations. Là, on est dans une sphère qui est au-dessus de l'existant au quotidien et dans l'enracinement local. Et nous le savons aujourd'hui, et moi qui gère une grande ville de France et qui gère aujourd'hui le plus grand écoquartier de France, je puis vous dire que oui, quand on a l'expérience pratique du terrain et de comment on consolide dans une belle gouvernance ce qui peut se faire dans la vie, eh bien ça démarre du local. Et là, on a la chance d'expérimenter. Et il est dit aujourd'hui, par une grande étude canadienne, qu'il ne faut jamais oublier que tant qu'on n'aura pas justement au terrain local, c'est-à-dire dans l'exercice de la gestion de la cité, former les femmes à devenir des citoyennes à part entière, à être dans la capacité à exercer la vie publique, on n'aura pas compris que la gouvernance, elle passe par des femmes élues dans les villes, dans les régions, après au niveau national, ok, mais ça démarre vraiment dans les villes, dans les territoires. La vie du territoire est fondamentale. Il a été parlé de ruralité, mais tout aussi important, tout ce qui est le secteur suburbain aujourd'hui, qui vit très très difficilement des arrivées massives de millions de personnes à la périphérie des grandes villes, qui posent autant de problèmes que la ruralité. Eh bien, dans tous ces lieux, oui, il y a d'autres éléments de définition du développement durable, mais l'accès à la capacité à être élu, et donc à une citoyenneté complètement exercée est fondamentale. Ce qui veut dire que, en stratégie globale et pour qu'il y ait une bonne gouvernance, même si on parle de valeurs féminines, ça ne suffira jamais. Il faut que tous les éléments normatifs nationaux soient actionnés, et sûrement par des femmes conscientes du sujet, pour que les femmes soient en capacité d'être élues dans leur ville, dans leur région et au niveau national, tant qu'il n'y aura pas des femmes élues pour traduire concrètement ce qu'est la vie du quotidien, ce que sont les intérêts majeurs de la vie de la cité dans ce qu'on appelle le service aux autres, la capacité de donner l'accès à l'eau, à l'hygiène, à la nourriture, à la capacité aussi à créer des activités créatrices de revenus, etc., etc. Tant qu'on n'aura pas des femmes engagées dans la vie publique et dans leurs équipes municipales, départementales et régionales, on ne pourra pas assez vite faire avancer les choses. Il a été décrété que c'était une clé indispensable. Voilà, donc je voulais vous dire, et vous l'avez compris, que je suis passionnée par ces sujets et que je suis convaincue qu'un des grands sujets aujourd'hui, c'est vraiment de traduire la lutte pour l'accès aux égalités hommes-femmes dans le normatif et dans l'accès au droit électoral. Merci beaucoup, Christine, pour cette approche vraiment systémique et globale. C'est vrai que c'est la conjonction des niveaux de gouvernance où on doit introduire ces valeurs féminines et cet équilibre homme-femme. Et s'il manque un chaînon, c'est le risque que ça ne marche pas et qu'on soit dans le statu quo. Pour terminer cette table ronde, est-ce que François, tu pourrais prendre 2 ou 3 minutes pour toi aussi donner, donc là on a eu un petit peu une approche systémique de gouvernance, mais 1 ou 2 pratiques, disons, ou méthodes qui permettraient justement d'arriver à ce rééquilibrage dont on a parlé jusqu'à présent dans cette table ronde. Mais vraiment 2 ou 3 minutes, parce qu'on a encore 2 choses à faire et il faut qu'on libère la salle à 18h. Donc je pars, je suis stressé, donc les 2 minutes. Par rapport à la concrétisation et la réalisation, je voudrais quand même rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit. C'est que la femme a vraiment cet esprit de réalisation, de concrétisation et de mise en place d'un cadre, qui est évidemment très important. L'autre aspect, c'est de mettre dans ce cadre, de faire passer la vie, de faire passer, je dirais, l'amour, de faire passer la réalisation pour que ça donne des fruits. Et pour cela, cette vie, ce sang qui doit circuler dans cet organisme qui est encadré, il doit avoir une information
qui est positive. Et donc dans cette information qui est dedans, qui doit passer, il y a le côté, je dirais, valeur masculine, évidemment, et la dimension valeur féminine qui doit être véhiculée par ça. Et je prendrai une petite image encore de l'objectif que nous avons lors de ce colloque, c'est de changer la société et de faire rentrer ces valeurs féminines, cette dimension d'amour, de bienveillance, de réalisation, de solidarité dans le quotidien. C'est-à-dire de construire un nouveau paradigme, c'est de le faire rentrer dans l'ADN, je dirais, d'une nouvelle société. Et que ce nouveau paradigme, il soit construit avec un nouvel ADN. Et donc changer l'ADN, ça veut dire changer les mentalités, changer le programme. Évidemment, ça peut paraître extrêmement difficile et presque impossible. C'est comme si, à côté d'un arbre qui est là depuis 100 ans, 200 ans, on plante une graine qui a un autre programme et qui commence tout petit. On se dit, on n'y arrivera jamais. Évidemment, on n'y arrive jamais si on ne l'arrose pas, si on ne le soutient pas. Donc ce qu'on fait ici, c'est de le soutenir, de l'arroser, de communiquer d'une certaine façon. Et je dirais aussi que là, ce qu'on a fait, c'est de communiquer avec bienveillance, dans l'écoute. Il y en a qui émettaient. Émettre, c'est le pôle masculin positif émissif. Recevoir, c'est le pôle féminin. Mais évidemment, on a tous fait vivre les deux pôles. On a écouté, on a parlé. Donc, c'est dans un changement de paradigme et dans une éducation, dans une communication éducative qu'il est possible, justement, de changer les choses en profondeur et de changer les choses aussi dans le quotidien. Et donc, là, au niveau de la gouvernance, il existe maintenant la gouvernance bienveillante. C'est-à-dire que là, on a intégré dans la gouvernance les valeurs féminines, mais on n'a pas exclu les autres valeurs. Sauf qu'il s'agit d'harmoniser les deux et d'équilibrer les deux. Et donc, dans cette gouvernance bienveillante, eh bien, on tient compte de la vie, du vivant, on tient compte des autres personnes, on est dans l'écoute. C'est-à-dire qu'on valorise une organisation, une association, c'est-à-dire le vrai gouvernement ou le vrai gouvernant, le vrai leader, celui qui doit diriger les choses, c'est celui qui est capable d'écouter et qui se met au service d'un objectif, d'un but. Et donc, je crois que si le leader, le gouvernant, il a compris qu'il est au service et qu'il est capable de mobiliser, d'activer l'intelligence collective, à ce moment-là, il va y arriver. Et puis, dans la vie actuelle, on sait qu'on a deux cerveaux, cerveau gauche, cerveau droit. Donc il y en a un qui est plus mental et raisonnable, dans la raison, dans le côté rationnel, et l'autre qui est plus dans le cœur, dans la vie, dans la beauté, dans le côté artistique. Et bien de plus en plus maintenant on active ce cerveau-là. Et la femme justement a ce cerveau qui est beaucoup plus activé. Elle a intégré les valeurs masculines de la même manière, comme on l'a vu avec la science. Elle est capable de faire les mêmes choses que l'homme, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais il s'agit maintenant d'intégrer et de porter haut les valeurs féminines pour la survie de la société et pour construire la paix. C'est là une condition pour construire la paix. Qu'est-ce qui fait la paix? C'est la femme. Et c'est les femmes. Il y a des moments, il y a suffisamment d'exemples, on va parler de concret, où c'est les femmes qui ont décidé d'arrêter la guerre entre les hommes, qui pouvaient être les hommes dans le même village. Hein. Moi, je peux prendre un exemple africain au Sénégal, où j'avais été il y a 2 ans, et où il y a une guerre civile. On n'en parle pas, mais il y en a une. Et j'ai été dans cet endroit-là. Et en fait, les femmes, donc dans le village, il y avait ceux qui étaient pro-gouvernement et ceux qui étaient pro-liberté, libération. Et donc les deux
eh ben, ils étaient en guerre, c'est-à-dire qu'ils partaient, et puis c'est les femmes qui faisaient tout, qui faisaient vivre la chose. Et puis les autres, ils se bagarraient. Donc là, les femmes, elles ont décidé d'arrêter ça. Et du coup, c'est elles qui ont réussi à amener la paix. Oui, d'une façon intelligente, parce que l'intelligence, c'est la paix. Pour avoir la prospérité, c'est quand il y a la paix qu'il y a la prospérité. C'est quand on met ses énergies, pas pour faire des armes comme ça se fait actuellement dans le monde, mais pour construire, pour faire des développements comme a fait ma voisine avec 7,50 €, eh ben, mais avec le courage et la volonté de réalisation, eh ben, elle a développé quelque chose, elle a développé la vie et le bien-être, et du coup, l'éducation aussi est possible. Et je crois que, pour conclure, je crois qu'il est important qu'on prenne conscience que chacun a un pouvoir extraordinaire s'il s'en rend compte et s'il ne se dévalorise pas. C'est-à-dire que s'il valorise les capacités qu'il a en lui, et à ce moment-là, il est possible de changer le monde, mais d'une façon extraordinaire. Je crois que je conclurai par ça, pour montrer que nous avons une très grande valeur, extraordinaire, dont on ne se rend pas compte. Il s'agit en prendre conscience et de la mettre au service de la globalité. C'est ce que fait la femme pour l'enfant. Oui, c'est très important, cette élévation de conscience. Et ce que disait aussi M. Bléca, c'est d'avoir dans la mentalité de penser en termes de paix, de développement, et que ça rentre dans la conscience pour éviter l'enfermement. L'enfermement, malheureusement, les femmes s'auto-enferment par leur manque de confiance et les hommes les enferment. Et donc, la conclusion, c'est ça, c'est résister à cette injuste marginalisation et construisons ensemble l'ouverture pour que, justement, les femmes occupent beaucoup plus l'espace public inclus, parce que c'est là où se situe la gouvernance.